Salut tout le monde! Vidéo intrigante, n'est-ce pas? On va parler d'hypnose. Alors, je casse l'ambiguïté d'entrée pour celles et ceux qui auraient une vision de l'hypnose qui se limiterait à l'hypnose spectacle, celle où on va hypnotiser les autres, comme ce que peut faire Esteban, par exemple, de cette saison. Non, la vidéo ne parlera pas de ça, pour la simple et très bonne raison que ce type d'hypnose n'a pas sa place dans koh Lanta. Ça fonctionne à partir d'un accord de l'autre. Il faut que l'autre se laisse volontairement et sincèrement hypnotiser pour que l'hypnotiseur puisse le contrôler. Donc on peut aisément penser que dans le jeu, chaque candidat va vouloir rester maître de ses décisions. Et minuscule parenthèse sur les hypnotiseurs, un hypnotiseur n'a aucun pouvoir hors du commun, aucun don ou quoi que ce soit. Il se contente d'utiliser des techniques que tout le monde peut apprendre. En revanche, l'hypnose ne concerne pas que les autres. Nous-mêmes, nous pouvons nous auto-hypnotiser. Et c'est cette pratique de l'hypnose qui peut avoir des vertus ou des limitations. L'état hypnotique, c'est une expérience personnelle et unique où l'hypnotisé va focaliser son attention. Milton Erickson, l'un des pionniers en la matière, disait que la transe hypnotique, c'est un état d'hyperconcentration. Il privilégie des modes de pensée inconscients par rapport à des modes de pensée conscients. Ça, c'est la définition de l'hypnose. Maintenant, je vais commencer par parler des travers qu'occasionne le fait d'être hypnotisé. Ça me permet de faire le lien avec le modèle de l'énéagramme. Je vous mets en lien des vidéos sur la construction de l'ego. Alors c'est peut-être un petit peu trop compliqué pour les novices en énéagramme. Par curiosité, allez-y quand même. Moi je vous fais un résumé simplifié ici, car je fais le lien avec koh Lanta. Un humain fonctionne sur plusieurs niveaux. Vide, le je suis, le corps, l'ego et l'essence. Je ne vais pas parler des deux premiers, car le lien avec koh Lanta est inutile. Le corps, c'est notre corps physique, la matière. L'ego, ça décrit des mécanismes liés à l'identification, à un je, c'est relatif à moi, à moi-même. Et l'essence, ça décrit des qualités naturelles. Déjà l'ego. Alors l'identification à laquelle se livre l'ego, ça induit un problème d'attention focalisée. Si vous voulez, l'ego voit la vie par le prisme de la dualité. Je suis un sujet qui observe quelque chose qui est différent de moi. Il y a moi et le reste du monde. Il est en mesure de juger les choses, de leur attribuer des caractéristiques. Regardez cette tasse. Elle est noire. Je lui attribue la caractéristique noire. Ça marche bien sûr également avec des constats subjectifs. Par exemple, si je dis « ce candidat est stratège ». À ce moment-là, c'est cette caractéristique qui m'interpelle, c'est elle que je mets en avant. Et les autres, pendant ce laps de temps, je les omets, je les oublie, je les mets de côté. Donc c'est de l'ego, car c'est lié à moi en fait, c'est moi qui observe l'autre. Je le distingue de moi en lui attribuant une caractéristique. Je focalise mon attention déjà sur cette personne précisément et ensuite sur cette caractéristique précisément. Bref, la conclusion, c'est que l'ego, c'est l'équivalent d'un état hypnotique. C'est la même chose. D'autant plus que l'ego fonctionne sur la base d'automatisme. C'est l'inconscient qui mène la danse. Pourquoi ? Parce que l'ego, c'est une réaction à un choc traumatisant qui est intervenu quand on avait entre 6 mois et 1 an. En gros, à la naissance, nous ne sommes que essence, mais rapidement, le nourrisson prend conscience qu'il est différent de sa maman, qu'il y a une vie autour de lui, qu'il est différent de ce qu'il observe. Et là, c'est le drame, c'est le chaos dans la tête du nourrisson, et il attribue une fausse cause à cette séparation. On appelle ça le false core. À partir de là, il y a la création d'un false self, le faux moi en français, le false self servant à invalider le false core.
Donc pour l'invalider, on vise l'inverse. Par exemple, on se prend un exemple. Le type 1 pense qu'il s'est retrouvé séparé de sa mère car il y a quelque chose qui cloche chez lui. Donc son ego est construit autour de la volonté de montrer que rien ne cloche chez lui, qu'il est parfait. C'est pour ça que l'ego, on appelle ça aussi la fausse personnalité. C'est pas faux dans le sens ça n'existe pas. C'est faux dans le sens où c'est basé sur un quiproquo. Ça ne devrait pas exister. Et donc, comme la séparation avec la mère fut traumatisante, on a une fausse solution qui se met en place de manière automatisée. Je mets en place un système de surveillance dans laquelle je suis très attentif, trop attentif, exclusivement attentif à tout ce qui pourrait me rapprocher du chaos que j'ai vécu petit. Donc le type 1 va abusivement voir ce qu'il fait de mal, de pas correct. Cette partie de la vie aspire son attention. L'ego, qui est donc le false self, en réaction au false core, ne pense qu'à ça. Être irréprochable, être irréprochable, être irréprochable, être irréprochable. Sauf que l'ego ne permet pas de le devenir. Même quand le 1 fait les choses bien, il reste attentif à ce qu'il a mal fait. Donc il n'est jamais vraiment irréprochable, selon lui. Voilà, donc l'ego, c'est une attention focalisée et ce sont des automatismes. Qui dit automatisme dit qui ne passe pas par la conscience et sans conscience, on n'a pas la main dessus. On s'auto-hypnotise et la plupart des gens ne le savent même pas. Comme l'ego, ça coupe de la réalité, ça enferme dans une solution erronée, le false self, qui est elle-même une réaction à un constat qui est erroné, le false core. Dans ce cas-là, l'état hypnotique est problématique, source de négatif dans notre vie. Et il est nécessaire de diminuer le phénomène en laissant plus de place à son essence. Puisqu'à l'inverse de l'ego, l'essence, ça décrit une attention élargie. Donc pour ça, il y a l'abolition de la dualité sujet-objet, ou observateur-observé, si vous préférez. Je ne me différencie pas de ce que j'observe, je ne me perçois pas comme différent de ce que j'observe, j'en fais partie. Il n'y a aucune distinction de fait dans l'essence. Donc fatalement, je suis incapable d'accoler la moindre caractéristique au monde qui m'entoure. Le mode d'attention de l'essence ne permet pas ça, car il est global, incluant, ouvert, élargi. J'espère que vous voyez l'idée. On voit tout. Et comme on voit tout, on ne peut pas juger. Juger, ça reviendrait à isoler une chose qu'on voit, ce que permet de faire l'ego. Dès qu'il y a un jugement, objectif ou subjectif, il y a ego. La conséquence de cette attention élargie de l'essence, c'est la libération de tout un tas de qualités naturelles. Je vous prends quelques exemples. Le pardon. Comme on n'observe personne en particulier, il n'y a personne qui retient notre rancune et le pardon se libère naturellement. Faisons un point sur l'amour aussi. L'amour essentiel, c'est un amour sans objet. On aime simplement tout ce qui est, le verbe être. Juste parce qu'il existe, on l'aime. Il n'y a pas de raison à l'amour, pas de hiérarchie, rien de tout ça. Rien qui va pouvoir distinguer ce qu'on aime. L'amour existe aussi dans l'ego. Et l'amour égotique, c'est par exemple aimer quelqu'un parce qu'il nous a sauvé la vie, parce qu'il est beau, parce que j'aime bien être avec lui, ou parce que c'est ma mère, par exemple. Il y a un jugement qui est associé, il y a une explication à l'amour. Alors que dans l'essence, vous allez aimer tout ce qui vit de manière égale. Avec provocation, on pourrait dire que votre essence aime autant votre enfant que le SDF du bout de la rue ou que les grains d'herbe du jardin du voisin. Évidemment, puisqu'il ne fait pas de distinction entre tout cela. Dans l'énéagramme, chaque énéatype décrit le couple ego-essence via des mécanismes différents dus à la différence pour le centre préféré et la direction préférée. L'essence est caractérisée par une vertu, une idée supérieure
et une intuition, qui sont en fait la porte d'entrée de chaque type dans l'accès à toutes ces qualités essentielles. Autrement dit, la vertu, l'idée supérieure et l'intuition de notre type, ce sont les premières qualités qui vont se libérer naturellement grâce à la saine utilisation de notre centre préféré, grâce au lâcher-prise qui nous permet de sortir de notre état hypnotique. Ainsi, par exemple, la vertu du 1, c'est la patience. Quand il arrête de voir ce qu'il considère comme n'étant pas correct, il ne ressent plus de colère. Du coup, ne vivant plus de colère, il est naturellement patient. Dans l'intégration, la colère s'estompe, mais l'énergie du centre instinctif demeure. Il continue d'agir sur lui, ce qui lui permet de savoir comment rendre le monde meilleur. Et le monde devient réellement un petit peu mieux. Il n'a plus cette vision de l'ego qui dit « Oh mince, ça c'est toujours pas assez bien, faut faire mieux ». Non, le 1 intégré est patient. Il continue d'apporter sa rigueur dans le monde, mais sans passer par l'étape du constat erroné, dans le sens focalisé, que lui apporte l'ego. De fait, sa rigueur est positive et utile. Dans l'ego, l'énéagramme dit qu'on est contre soi et contre les autres. Et l'utilisation de son essence, ça se résume par la maxime suivante, on est avec soi et avec les autres. Voilà pour cette première partie sur l'apport négatif de l'hypnose. Maintenant, on va voir les apports positifs. La particularité de l'hypnose que j'ai décrite jusque-là, c'est qu'elle est inconsciente, donc subie. Quand à l'inverse, elle est pratiquée volontairement, l'hypnose permet de se rendre au service. Et il n'y a rien de sorcier dans ce que je vais dire, ça rejoint globalement l'idée qu'on va renforcer son mental. On peut développer ses compétences en matière de volonté, par exemple. En utilisant une autosuggestion, on s'investit, on se pousse à mener une action pour s'en sortir, comme aller discuter avec machin pour changer son vote. Autrement, on peut déformer la réalité à l'aide d'hallucinations positives ou négatives pour se sentir invincible, se sentir capable de battre les autres. C'est le fait de grandir ses capacités ou de ne pas voir celles des adversaires. Ce genre d'encouragement qu'on peut se faire à soi-même, du style « Allez, je vais y arriver », c'est un tout début d'hypnose. Ça suit la même logique. On se conditionne pour réaliser quelque chose. On peut très bien aussi augmenter ses compétences physiques. Si vous devez faire une épreuve avec les bras en l'air ou tendus, imaginez que vous avez un appui sous les bras ou que vos bras sont posés sur des coussins. Eh bien, cette déformation de la réalité va vous permettre d'anesthésier la douleur, pourtant réelle, qui se crée dans les muscles du bras. C'est le genre de truc que font les praticiens en PNL avec leurs patients pour aider la réalisation d'objectifs. Pour augmenter la puissance des conditionnements, il y a quelque chose de pas mal dans l'énéagramme, ce sont des points d'énergie. C'est un dénommé Alan Sheets qui a travaillé de nombreuses années sur le sujet et il a découvert plusieurs choses. Des postures de force et des points d'énergie. J'avais déjà fait une vidéo sur les préférences motrices qui parlait du lien entre le MBTI et le corps. Et bien là c'est pareil, mais c'est le lien entre l'énéagramme et le corps. En gros, il a trouvé des postures dans lesquelles le corps devient incroyablement résistant. Quand on essaye de déséquilibrer la personne, de la pousser, on n'y arrive pas, ou du moins difficilement. Et chaque énéatype a une posture différente. Par exemple, à l'écran, je vous montre celle du 1. Et voilà, un extrait d'une des vidéos où il réalise ses testings. Alors, je vous mets en description les liens vers sa chaîne et ses vidéos. Bon, alors je vous avoue que les postures de force, comme elles sont très précises, ça ne sert pas à grand chose en soi, ni dans koh Lanta, ni dans la vie d'ailleurs. Par contre, ce qu'on va voir maintenant, c'est ça qui va être utile par rapport à l'hypnose. Donc après les postures de force, ou avant d'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens il a travaillé, il a également défini 9 points d'énergie.
Les voici à l'écran. Et il s'avère qu'une connexion sincère et profonde à ce point nous plonge directement dans un état hypnotique puissant. Ce que je veux dire par là, c'est que la focalisation de notre attention sur ce point permet d'être plus réceptif à nos suggestions. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Pank Hypnose, que je vous mets aussi en lien en description, où il s'amuse à tester la force du corps grâce à ce point d'énergie. Lui, dans son jargon, il appelle ça les points cosmos, et il dit que se connecter à ce point, c'est s'insérer dans une transe mère. Une transe donc très puissante. Alors moi, quand j'entends ça, je trouve ça stylé. Ça me fait penser au manga que je regardais quand j'étais petit. Cosmos! Les véritables chevaliers reçoivent une puissance surhumaine grâce à l'explosion du cosmos qui est en eux. Concentre ta puissance. Concentre ton esprit également. Bon, alors sans aller jusqu'à casser un rocher à main nue, le corps peut être très surprenant, vous allez voir. Alors déjà, comment ça marche concrètement? Il suffirait d'envoyer sa pensée sur la zone du corps où se situe notre point cosmos. C'est aussi simple que cela, il n'y a pas besoin d'ancrage ou quoi que ce soit. Il appelle ça se centrer. Et ensuite, le corps devient résistant. Par exemple, voici le test du bras impliable. Il va essayer de plier le bras d'une personne, mais ça devient extrêmement difficile à faire. Le deuxième, c'est un enchaînement par rapport à ça. C'est, je vais te mettre une pression sur le bras, donc toi tu dois retenir, d'accord? C'est pour voir en fait ce qu'on appelle le bras impliable, qu'on voit dans les arts martiaux, qu'on voit aussi en hypnose, et là c'est intéressant. Vous remarquez que j'ai fait aucune mise en transe de mon partenaire, pour ceux qui connaissent un peu l'hypnose. J'ai rien induit du tout, je dis simplement la personne pense à un endroit, donc j'ai rien proposé, d'accord? Là on y va, voilà, ça va? Ok, donc là vous voyez, donc ce que j'avais déjà proposé dans une vidéo antérieure, le cerveau mémorise la plupart du temps qu'on a déjà fait un geste, donc la deuxième fois qu'on le fait, en l'occurrence, doit être plus solide. Donc pour éviter qu'on ait cet amalgame, tu vas à nouveau forcer, maintenant son cerveau est au courant, mais elle descend toujours. D'accord? Très bien, maintenant tu te centres sur ton point, là. Ok. Et là, c'est plus compliqué. Génial. Voilà, et donc, pour en revenir à ce que je voulais dire, grâce à la connexion avec votre point cosmos, comme c'est un point d'accès direct et très facile à votre inconscient, vous pouvez, sans être un expert en hypnose, vous auto-hypnotiser. C'est-à-dire, vous pouvez développer vos compétences physiques et mentales. Dans koh c'est plutôt utile, ne serait-ce que pour les épreuves, prendre le temps de se centrer, ça détend, tout en concentrant, donc on est plus relâché, plus adroit, etc. Dernière chose, il semblerait, selon lui, le youtubeur que je vous ai montré, qu'il n'y aurait pas une corrélation totale entre point cosmos et énéatype. Bizarrement, ce serait possible d'être un 6 au hasard, mais d'avoir pour point cosmos celui qui théoriquement correspondrait au 4, par exemple. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Je vous avoue que j'ai pas approfondi les tests à ce sujet, mais en tout cas voilà, pour une minorité de personnes, ce serait pas lié. A priori, on peut pas connaître le type de quelqu'un juste en testant son corps. C'est pas fiable à 100%. Je vais finir la vidéo en récapitulant les deux parties et en faisant un lien avec le mental. Comme tous les concepts finalement, on peut découper le mental en deux. Il existe un mental égotique et un mental essentiel. Le mental égotique, c'est l'apport positif de l'hypnose. C'est ce qui incite à devenir plus fort en omettant consciemment ou pas certains aspects du monde. Par exemple, imaginez un type 8 qui fait l'épreuve du paresseux. Hypnose consciente, il a visualisé la victoire avant d'arriver sur le lieu de l'épreuve. Il a repensé à des victoires précédentes
pour se donner confiance, ou encore mieux, à la victoire dans cette même épreuve qu'il a déjà faite dans sa vie. Hypnose inconsciente, son ego est bâti sur l'évitement de la faiblesse. Il focalise son attention sur toute manifestation d'impuissance et il réagit par un excès d'énergie, de volonté, de puissance, de domination. Si vous voulez, un 8, c'est comme si à l'intérieur de lui, inconsciemment, il se répétait « Je suis fort, je tomberai pas. Faut pas que je lâche, sinon je suis faible. Je suis pas faible, donc je lâche pas. Ils vont voir qui je suis. Moi, je suis plus fort qu'eux, je lâcherai pas. » Ici, dans le cadre d'un énéatype 8, comprenez bien que c'est une réaction automatique. Il y a des gens, pour se motiver, qui répètent ce genre de phrase. Pour eux, c'est une hypnose consciente. Ils ont besoin de se le répéter pour créer le désir d'être fort. Le 8, non, il n'a pas besoin. Son ego s'est déjà chargé de le faire de manière instantanée, automatique, inconsciente. Après, lui, ça ne l'empêche pas de le verbaliser comme les autres, s'il le souhaite. Mais épreuve du paresseux ou pas épreuve du paresseux, le 8 évite compulsivement la faiblesse, peu importe le contexte. Quand il vous parle, l'ego du 8, ça va l'inciter, donc le 8, à prendre le dessus sur la discussion. Par exemple, en haussant le ton, en coupant la parole, en niant tout ce que vous dites, ou en voulant en venir aux mains si l'ego est très très fort. Il se focalise sur la perception de sa faiblesse et réagit en prouvant exagérément qu'il n'est pas faible. Et le mental essentiel, maintenant, c'est le fait de limiter les apports négatifs de l'hypnose. Donc, la volonté, paradoxalement, c'est ne pas combattre son ego, mais le fuir par lâcher prise. Ça requiert énormément de volonté, car on cesse de s'identifier à ce qu'on pense être, au full self. La motivation conservée, c'est le fait d'accepter sereinement les rechutes dans l'ego qui sont inévitables, de se pardonner cela et poursuivre son effort d'intégration du mieux qu'on peut. Et la concentration, c'est une immersion dans l'instant présent. On ne se focalise plus sur un seul aspect comme dans la concentration égotique. Imaginez un archer qui vise précisément une cible, il se concentre en oubliant ce qu'il y a autour. Eh bien là, c'est l'inverse. On voit tout ce qu'il y a autour. On est pleinement conscient de tout ce qui se passe autour de nous. Donc ce mental-là, il est utile sur le camp, dans la partie sociale du jeu. Par exemple, imaginez un énéatype 8 qui, grâce à sa concentration dans l'instant présent, arrête de voir des trahisons, des ennemis trop facilement. Il cesse d'être en guerre contre le monde, de ruminer le passé, les situations où il s'est senti faible, et de fait n'a pas d'esprit de vengeance, ni d'excès dans sa manière d'être. À la place, il manifestera la vertu et l'idée supérieure de son type, la simplicité, il met la juste dose d'énergie dans ce qu'il fait, ainsi que l'altérité, il considère les autres, il accepte les différences de point de vue et donc indirectement ses propres faiblesses, il tend à réduire son impact négatif sur le monde, sur les autres. Ce découpage entre mental égotique utile sur les épreuves et mental essentiel utile dans le domaine social, il s'explique facilement. En fait, la partie sociale du jeu, elle existe même en dehors du jeu. À moins de vivre au fin fond d'une grotte, vous vivez des situations sociales. Un humain vit avec d'autres humains, c'est naturel. Donc, c'est l'essence qui va nous aider, puisque c'est un contexte naturel. Alors que les épreuves, elles n'existent pas dans la vie de tous les jours. Personne ne va vous demander de faire l'épreuve du paresseux. C'est pas naturel. Un homme n'est pas censé faire ça. En gros, les épreuves, c'est conçu par l'ego et pour l'ego. Donc forcément, si vous utilisez votre essence, ça va pas vous aider. Dans l'épreuve du paresseux, si vous restez pleinement conscient de la douleur,
vous allez souffrir le martyre. Il vaut mieux se mettre dans une transe d'amnésie, ou plutôt de suppression de sensations, et oublier la douleur, sinon vous gagnerez jamais. La partie stratégique du jeu, quant à elle, elle est très compliquée. En fait, elle fait appel aux deux types de mental, puisque d'un côté, elle est conçue par et pour l'ego, comme les épreuves, mais la grosse différence, c'est qu'obligatoirement, elle se mélange à la partie sociale. Faire de la stratégie avec des humains, je ne parle pas d'un jeu comme les échecs, là, non, koh ça se joue avec des humains, et bien fatalement, ça oblige à utiliser son social. Encore une fois, finalement, la conclusion c'est toujours la même, c'est que koh est un jeu magnifique qui laisse la place à la fois à l'ego et à l'essence. Ça rejoint ce que prône l'énéagramme, un équilibre entre ces deux entités. L'ego c'est utile et fonctionnel, on ne peut pas vivre sans lui. Par exemple, il permet de penser au futur pour élaborer une stratégie. On appelle ça une transe hypnotique de progression en âge. Et l'essence est libérateur, il permet de rester lucide, de manifester des qualités naturelles qui n'existent pas dans l'ego. La petite astuce, si vous voulez savoir si quelque chose requiert des qualités qui viennent de l'ego ou de l'essence, c'est le lien à autrui. S'il y a un lien à autrui, alors c'est forcément bénéfique de développer son essence. S'il n'y a pas de lien à autrui, alors c'est du ressort de l'ego. Voilà pour cette vidéo qui était peut-être l'une des plus poussées. On a utilisé le modèle de l'énéagramme jusqu'au bout du bout. Je dirais que ça permet de voir la finalité du modèle, comprendre ce qu'est l'ego, l'essence, la construction de son énéatype. C'est comme si vous étiez monté sur une colline, ça vous dégage la vue. Vous voyez où toute cette connaissance de soi et des autres, ça va vous mener. Alors attention, ça reste qu'une vision, et maintenant, libre à vous de parcourir le chemin. Enfin voilà, j'espère que vous avez aimé. Il y a pas mal de sources, donc si vous voulez aller plus loin, allez jeter un coup d'œil. Et moi, je vous dis à la prochaine. Maratane.